Sur la question du fonds d'urgence, alors je ne vais pas forcément l'appeler comme ça. J'y travaille. Je cherche plutôt à réorienter des crédits, puisque actuellement, demander des crédits supplémentaires, vous comprendrez aisément que c'est peine perdue. Donc je cherche à réorienter des crédits. Il se peut, je suis obligé de le dire comme ça, il se peut que vendredi, j'annonce quelque chose. Voilà, à destination, c'est le scoop du jour, donc à destination des EHPAD en difficulté. Je vais peut-être faire un petit focus à ce moment-là sur les EHPAD, hein, même si ça rejoint beaucoup de préoccupations. Je voudrais qu'on passe dans les EHPAD, je le dis tout à l'heure, je le dis à bon escient, de bien vieillir à bien vivre aussi. C'est-à-dire comment on donne sa place à l'établissement. Alors je ne sais pas si on l'appellera toujours EHPAD au bout du bout, mais dans la société, dans la ville ou dans le village, autant que ce sera possible. En somme, c'est repartir des besoins de territoire et comment faire que l'EHPAD soit le lieu support de l'expression de ces besoins. Donc ça peut être une solution de répit, ça peut être un service d'aide à domicile, ça peut être un SIAD, ça peut être de l'hébergement spécialisé pour personnes âgées handicapées vieillissantes, ça peut être une crèche. On a un exemple, Madame la sénatrice Lermite le sait, d'un EHPAD qui va abriter une crèche demain. C'est comment voilà, je me sers finalement de l'établissement pour faire un pivot, un établissement pivot qui réponde aux besoins identifiés sur un territoire. Ce qui nous permettra, vous le comprenez aussi, de mixer des crédits et d'être plus en approche. Et ce qui nous permettra aussi peut-être de sortir de la jauge. Aujourd'hui, il y a une jauge de rentabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens à nos petits EHPAD, je le redis. Ils ont leur place dans le maillage territorial, mais comment je leur donne aussi une nouvelle vie quelque part? Et c'est un rebond que je me permets de faire également. Je fais aussi des pas de côté, finalement, vous m'excuserez, mais sur l'attractivité des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'attirer des jeunes sur un service d'aide à domicile en disant, voilà, tu vas faire 40 ans, voire plus, 43 ans dans un service à domicile. Alors les jeunes que l'on côtoie aujourd'hui, ils ont, j'ai rien dit, hein, j'ai dit avec beaucoup de prudence, voire 43, hein, vous avez vu. Hein. Mais en tout cas, si je m'arrête à l'instant T, je suis obligé de dire 172 trimestres, hein, en fonction de l'âge. Mais vous savez très bien que, tout comme moi, que les jeunes vous côtoyez, vous disent, moi, me projeter déjà à 5 ans. D'ailleurs, pour en avoir discuté encore ce week-end, beaucoup sont à me dire parfois, moi je préfère un CDD parce que je peux sortir au bout de cette période et me reprojeter peut-être sur autre chose si je me suis trompé de voie. Donc mon idée au travers cette potentielle évolution de l'établissement d'accueil de personnes âgées qui deviendra un lieu support de vie, c'est aussi de permettre de travailler sur une perspective métier, c'est-à-dire qu'une approche plutôt horizontale. Pourquoi demain je ne pourrais pas commencer par un SAD, puis aller peut-être dans un établissement en personnes âgées, puis peut-être dans une crèche, puis peut-être auprès du monde du handicap. C'est d'avoir finalement une vision un peu plus transversale de l'approche métier, avec du coup un parcours et une qualification certainement à reconnaître ou à constituer. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'une aide-soignante peut facilement passer du médico-social handicap au médico-social EHPAD, mais ça reste assez fermé. C'est plus complexe finalement d'aller dans une crèche ou dans un autre métier. Donc comment, c'est un travail collaboratif. Moi, je vous tends la main également pour qu'on y travaille certainement ensemble, pour faire en sorte que, à la fois, donc, on soit sur la transformation de l'offre à partir de l'EHPAD et qu'on soit également sur la transformation de l'offre en matière métier. Et je pense que ça nous permettra de répondre aussi aux besoins. Je vous disais tout à l'heure qu'on augmente à 6 500 le financement des équivalents temps plein en EHPAD à l'horizon 2025, mais encore faudra-t-il trouver les candidats. Donc certes, il y aura une campagne qui sera proposée sur l'approche métier donc d'ici la fin de l'année, mais pour autant, il nous faut encourager ces vocations. Alors je le disais en réponse à une QAG aussi, ça veut dire aussi dire du bien parfois de ceux qui y travaillent, parce qu'on est souvent malheureusement à parler de cet établissement au travers d'un scandale, que ce soit d'ailleurs une crèche ou que ce soit un EHPAD, mais il y a aussi beaucoup d'établissements qui fonctionnent bien, où les salariés sont particulièrement investis et méritent là aussi toute notre reconnaissance. Donc ça fait partie aussi de la question de l'attractivité métier. Sur le fonds de transformation, donc oui, il est de 250 millions d'euros. Il vise à accompagner l'ingénierie, là aussi sur la transformation. On sera très attentif, en tout cas, de la consommation des crédits. J'ai le sentiment que parfois on nous incite à inscrire des crédits, mais qu'on ne se mobilise pas toujours sur leur consommation. Donc moi, je serai très attentif à ce qu'en tout cas, ils se traduisent par des effets dans nos territoires. Sur l'offre de répit, on a la volonté effectivement de l'accélérer. Donc, il y a 20 millions d'euros qui sont, je crois, sous contrôle. 20 millions d'euros donc, qui sont inscrits donc, en décaissement 2025. L'idée est également de travailler sur les villages répit et villages vacances répit. On a aussi deux opérations qui vont être soutenues sur le territoire. C'est un sujet en tout cas extrêmement important. Si on s'amuse, entre guillemets, à valoriser l'action des 11 millions d'aidants,
Je pense qu'on a un chiffre qui se fait peur, donc vous voyez toute l'attention qu'on doit leur porter pour faire en sorte qu'ils puissent bien accompagner. Je pense que vous allez nous entendre aussi certainement relancer les questions de formation. Puisque quand vous êtes aidant, ça vous tombe dessus, vous le savez aussi bien que moi, et on peut vite être maltraitant sans le vouloir. C'est-à-dire que parfois le geste est à la limite du geste médical, et si on n'a pas été formé, eh bien on peut blesser la personne que l'on veut aider, donc c'est relativement dommageable. Et puis parfois aussi, le fait de vivre avec la maladie en permanence, de l'accompagner, eh bien psychologiquement, ça peut s'avérer compliqué, et donc on peut avoir un mot, on peut avoir une expression qui blesse la personne aidée sans le vouloir. Et donc là aussi, on tombe dans une forme de malveillance. Donc on a une vraie attention à porter également à ce sujet-là, sur l'accompagnement des aidants. Donc je relancerai, comme je le disais, le comité stratégique à la fin de l'année. Je voudrais aussi qu'on retravaille un peu le congé de proche aidant. Vous savez qu'il embarquait au départ les GIR 1 à 2, il a été étendu ensuite aux GIR 3 à 4, puisque c'était plutôt là qu'on observait les danses, parce qu'il y a moins d'accompagnement. Il est auteur du SMIC, ça, je ne sais pas si je pourrais le revaloriser, mais en tout cas, il y a aussi la question de la temporalité et surtout de sa répétition. Aujourd'hui, on est sur un congé qui était plutôt contingenté au départ sur un one-shot, excusez-moi de l'expression, donc sur un accompagné, alors qu'on évite plusieurs fois aidant dans sa vie finalement, et donc il nous faut pouvoir le régénérer. Vous savez qu'il est de 66 jours, voilà, c'est bien la bonne jauge. Je pense que là, je serais très heureux d'écouter vos réflexions également en tant que parlementaire pour nous accompagner dans cette évolution. Sur la loi grand âge et autonomie, voilà, donc comme je suis là depuis 4 mois, je trouve beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, peu de financement, mais une urgence. Là, on est tous d'accord sur le besoin d'avoir une urgence. Alors, ça va aller de pair, mesdames et messieurs, sur des financements. C'était un peu la conclusion de mon propos tout à l'heure. J'étais convaincu, lorsque j'ai porté l'amendement qui crée la branche de l'amendement qui crée la 5e branche de la Sécu à l'époque où j'étais rapporteur de la loi CADES et autonomie, rappelez-vous, d'ailleurs j'avais eu cette expression au ministre, que je vais devoir peut-être me répéter à moi-même finalement, ne nous laissez pas au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on crée la branche, on crée une perspective budgétaire avec 0,15 points de CSG. Je crois avoir dit tout à l'heure qu'on aura tout dépensé à la fin, donc 2025, en tout cas sur la trajectoire. Et donc il va nous falloir nous retrousser les manches pour construire, accompagner la trajectoire financière. Parce que la loi grand âge, c'est aussi une question de finances, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas dit quelle voie, mais ça, je m'en remets aussi aux mains des parlementaires que vous êtes. Mais c'est aussi une gouvernance. C'est aussi une question de gouvernance, il faudra se parler franchement. Voilà. Et puis c'est aussi une question de stratégie. Voilà. Moi, vous savez, quand j'interroge mes administrés en leur disant, voilà, est-ce que vous voulez vieillir à domicile, ils me disent tous oui. Tous oui. Et quand je leur demande, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vieillir dans votre maison, c'est pas si évident que ça. Voilà, on tombe en dessous de 50%. Donc ça veut dire qu'aussi, il y a une stratégie à avoir. Le virage domiciliaire, c'est bien. La question de la transformation de l'EHPAD, c'est aussi très bien. Mais voilà, il y a un entre-deux aussi qu'il nous faut accompagner et co-construire. Je suis un peu désordonné, Président, ne m'en veuillez pas. Tout va bien. Sur le CMG linéarisé, sur le risque de perdant, donc on y travaille parce que la concertation ne sont pas terminées. Dans l'absolu, les décrets sont prévus pour un atterrissage avant l'été 2025, puisque la réforme doit quand même être mise en œuvre pour septembre 2025. C'était une réforme que j'avais portée à l'époque en me disant que ce sera dans 18 mois, ça m'avait paru extrêmement long. Finalement, ça passe très vite. Et vous voyez, on n'est même pas encore tout à fait calé sur l'écriture des décrets en eux-mêmes. Sur les créations de places de crèche, la trajectoire n'a pas été bonne en 2023. On ne va pas se mentir, de toute façon, vous pouvez facilement le vérifier. Alors on a prévu 86 millions d'euros à minima. On essaie de voir si on peut faire des bougies aussi, mais 86 millions d'euros pour accompagner donc les mesures nouvelles et surtout la mise en œuvre du service public de la petite enfance. Moi j'y crois beaucoup parce que ça donne la main aux communes, voire aux intercos si elles en ont pris la compétence. On va l'accompagner, donc en cette fin d'année, on va faire un référentiel national qui permettra là aussi d'avoir une grille de lecture précise des attendus, parce que vous voyez arriver, il s'agit effectivement d'accompagner le besoin à partir de l'approche des territoires, mais aussi d'en contrôler la qualité. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, quand je vois les approches qui dénoncent certains scandales, je vois se dire qu'on a été défaillant sur le contrôle. Voilà. Alors peut-être qu'on a été défaillant parce qu'on n'avait pas les bons outils.
En tout cas, il y a un double enjeu. Il y a d'avoir une grille de lecture qui permet d'être plus pertinent dans le contrôle, d'ajuster quand même la lecture sur des prix de berceau. Je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus. Il y a eu parfois un peu d'hypocrisie quand on avait une approche communale, on savait combien ça coûtait, et en faisant une DSP, on se rend compte que c'est beaucoup moins cher. On a le droit de se poser la question, pourquoi c'est beaucoup moins cher? Donc peut-être parce qu'on n'avait pas la bonne grille de lecture, en tout cas non. On y travaille pour qu'elle soit présente à la fin de l'année. Et de la même façon, on va organiser donc les choses pour qu'il y ait au minimum un contrôle annuel, donc avec les services de l'État, des départements et des CAF, toutes les personnes concernées finalement par la politique de la petite enfance. Ce que l'on doit effectivement, c'est un accueil bienveillant, un lieu où on puisse quand même travailler l'esprit libre également. Et sur cela, je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité sur un certain nombre d'outils à mettre en œuvre. Sur l'effet des exonérations des employeurs, donc on va être très attentif évidemment au secteur médico-social, vous en doutez. Je ne peux pas encourager d'un côté et pénaliser de l'autre. Donc on observe quand même qu'il est surtout concerné entre 1,2 SMIC et 1,9 SMIC, le secteur du médico-social. Donc il devrait être relativement préservé par les effets de la réforme, mais c'est au moment où je vous parle, puisque vous savez que le sujet est en discussion et qu'il sera âprement discuté dans les deux chambres. Donc je vous inviterai là aussi à être très attentif pour préserver ce secteur qui m'est cher en tout cas. Sur la CNRACL, on va compenser intégralement la section soins. Donc sur la section hébergement, évidemment, elle relève plutôt des départements. Donc là aussi, on aura un intérêt particulier et donc d'où peut-être l'intérêt aussi des tarifs différenciés, qui est une autre évolution que l'on doit aussi à la loi bien vieillir.